Bienvenue très chers téléspectateurs et téléspectatrices dans notre émission Diaspora Impact and Innovation sur votre chaîne RTV Africa émettant de Washington DC. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur le plateau de RTV Africa un panafricaniste convaincu et mieux convaincant. J'ai nommé l'activiste malien Moussa Sow. Bienvenue Monsieur Moussa Sow et merci de répondre favorablement à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je suis très content aujourd'hui d'être sur votre plateau et je commence d'abord à remercier tous les journalistes de cette chaîne qui fait beaucoup dans la conscientisation de la diaspora africaine. Et ce soir, je suis votre plateau, c'est un immense plaisir pour moi et je serai dans la limite de mes moyens de vous donner ce que je pense de la diaspora africaine. Merci Monsieur Moussa Sow et une fois encore, bienvenue sur notre chaîne. La diaspora africaine, elle est nombreuse. Elle vous suit en ce moment et elle voudrait savoir qui est l'activiste Moussa Sow. Bon, je m'appelle Moussa Sow, je suis du Mali, ça fait bientôt une trentaine d'années que je vis aux États-Unis. Quand bien même de 2002 à 2004, j'ai eu la chance de participer au Mali, au ministère des Finances comme conseiller, chargé de mission. Donc j'ai été au Mali servir le pays pendant 2 ans. Après je suis retourné aux États-Unis. J'ai été à American University et après j'ai été maintenant je suis à Georgetown en étude de urban planning. C'est tout ce que je peux dire sur ma personne. Merci Monsieur Moussa pour cette introduction, cette présentation, je dirais très brève. Vous êtes malien, nous sommes en face d'une situation, la situation du Sahel qui préoccupe les Africains. Que pouvez-vous nous dire? Mali, Burkina et la liste est longue. D'abord, je suis africain avant d'être malien parce que je viens du Mali, le pays de Modibo Keïta, qui a incarné l'unité africaine. Donc, je me considère d'abord comme malien et africain avant d'être malien. Bon, je viens du Mali et je suis à l'aise pour parler de la situation du Mali. Je crois que ça peut nous tenir des heures, non? Absolument. Parce que mon pays est dans la tourmente depuis 1968, où par des concours de circonstances, la France a évincé le premier président. Et le pays a connu une dictature de 23 ans. La dictature a été renversée en mars 1991, après le discours de Ball. Et malheureusement, les pseudo-démocrates n'ont pas géré le pays comme les gens pensaient. Donc, il y a une corruption généralisée. Jusqu'en 2012, il y a eu un coup d'État. Et après 2012, le coup d'État, il y a eu une transition plus ou moins reçue. Et on a eu une élection démocratique en 2013 où nous avons eu l'actuel président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ensuite, pendant ce temps, il y avait une rébellion au nord. Et vous êtes au courant que cette rébellion a beaucoup d'implications. Donc, parmi les rebelles, il y a ce qu'on appelle les islamistes, et puis ensuite il y a les séparatistes. Donc aujourd'hui le pays se trouve divisé et vraiment ça ne va pas, la situation s'empire. Les gens se demandent à quand la sortie du tunnel. Il y a eu un prétendu accord d'Alger signé entre le gouvernement et les rebelles, un accord que beaucoup de Maliens estiment que c'est un accord de partition du pays. Donc et l'accord il est impossible d'appliquer l'accord, parce que l'accord ne débouchera que sur la partition du pays. Donc de contradiction en contradiction, on s'en va. Maintenant, on ne sait pas. Vraiment, c'est très grave. Et les Maliens commencent à comprendre que la solution ne peut être qu'interne. Il appartient aux Maliens de procéder, de s'approprier du processus de négociation. Nous savons que ce pouvoir c'est sous la pression de la communauté internationale qu'il a signé cet accord. Et l'accord est mauvais. Maintenant, je pense que le salut du pays ne passera que par la sortie de la rénonciation pure et simple de cet accord. Le salut ne passera qu'à la
ne passera que par la rénonciation de cet accord. Yeah. Soutenez-vous votre compatriote Salif Keïta qui a demandé à ce que la France quitte complètement le Mali? Bon, je suis d'une mouvance qui a dit ça avant Salif, quand bien au passage je salue l'attitude courageuse de l'artiste. C'est quand même Mais je suis d'un mouvement politique qui est le premier parti politique, d'ailleurs le seul jusqu'à présent qui a une position constante sur l'accord. Avec votre permission, je vous donnerai son nom, il s'appelle Zoumana Sako, son parti. Il fut un ancien premier ministre, il est le seul qui est catégorique, qui a dit en son temps que l'accord d'Alger est mauvais, que ça fera du Mali un condominium franco-algérien. Et les faits lui ont donné raison. Mais malheureusement en Afrique, il n'est pas bon d'avoir tout le temps raison. Absolument. C'est le seul homme politique malien, je le dis à haute voix, vous pouvez vérifier, vous êtes journaliste, qui est constant sur l'accord. Sinon, l'actuel président de la République, son opposition, le chef de file de l'opposition, a dit une fois que je ferai une application diligente de l'accord. Donc, application diligente de l'accord. Ça veut dire que ce n'est pas clair. Or, le monsieur Zoumana Sako a dit clairement que l'accord d'Alger était un chiffon, qu'il faut le déchirer. Donc, pour revenir encore à l'artiste, Salif, son attitude, je l'ai salué, et il était dans son droit en tant qu'artiste, vu ce que la situation s'empire, de faire cette déclaration. Ok, monsieur Moussasso, nous allons parler franc. L'ère des troisièmes mandats, quel doit être le rôle de la diaspora africaine consciente? La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, on parle des troisièmes. Le Togo, on parle même du quatrième mandat. Quel doit être le rôle de cette diaspora africaine? D'abord, vous savez, pour cette histoire de troisième mandat, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée, jusqu'à présent, les pouvoirs ne l'ont pas clairement défini. On est en train de les soupçonner. Je pense que nos constitutions sont claires là-dessus. Il y a une limitation des mandats et même il y a un article de l'Union africaine qui parle du verrouillage des mandats. C'est-à-dire que personne ne peut aller au-delà de 2 mandats. Mais vous savez, tout ça, ça prouve l'échec des partis politiques en Afrique. Parce qu'en fait, il n'y a pas une société civile forte. Donc l'ancrage démocratique n'y est pas. Vous vivez aux États-Unis. Tout le monde sait qu'au terme du 2e mandat, le président ne peut pas penser aller en 3e mandat. La population aussi. Ça ne se pose pas. Mais vous savez, chez nous, la démocratie, c'est des démocraties naissantes. Les partis politiques ne sont même pas des partis politiques et il n'y a pas une société civile forte. Donc, dès que les gens arrivent au pouvoir, ils peuvent se permettre tout, ils peuvent changer la constitution comme à leur bon vouloir. Et le peuple aussi, se battant dans la difficulté quotidienne, trouve normal. Et je pense que ce que la diaspora doit faire maintenant, c'est de se lever pour dénoncer toute tentative de 3e mandat. Et je dis bien dénoncer, mais malheureusement au sein de cette diaspora, chacun a ses intérêts. Il y a certains même de la diaspora qui travaillent pour ses pouvoirs. Donc nous pensons que la meilleure chose que la diaspora aujourd'hui peut faire, c'est de diffuser, c'est de dénoncer toute tentative de tripatouillage constitutionnel. Mais M. Moussa, la diaspora guinéenne s'est levée. Nous avons vu tout récemment le FNDC qui a réussi à mettre des milliers de partisans dans la rue. Mais depuis là, le président guinéen Alpha Condé ne s'est pas clairement prononcé. Bon, je dirais encore, jusqu'à présent, on était en train de... Il n'a pas fait de déclaration officielle disant que je vais pour une révision constitutionnelle, c'est des supputations. Mais la diaspora africaine, au vu de ce que l'opposition, le front qui s'est créé contre le 3e mandat. Le FNDC. Donc nous avons tous vu les images. C'est déjà une déclaration forte au pouvoir en place. Je pense que M. Alpha Condé, qui fut un grand combattant de la démocratie africaine, nous aidera à demeurer le grand démocrate africain, à ne pas tripatouiller la constitution guinéenne. Il restera ce grand Alpha qui à un moment même aspiré à être un Mandela. Et nous allons l'aider à être ce mandat de l'Ouest africain, en étant le père de la démocratie guinéenne. Qu'est-ce qui justifie finalement ce silence complice de cette diaspora? Vous avez évoqué tantôt
des activistes donc, qui travaillent pour les régimes dictatoriaux en place en Afrique. Qu'est-ce qui justifie en fait cette collaboration entre les régimes dictatoriaux et cette diaspora qui normalement doit, ma foi, être consciente? Je l'ai dit tantôt, je disais que c'est dommage, c'est triste que nous, diaspora africains aujourd'hui, nous ne travaillons pas réellement pour l'émergence d'une société forte, une société civile forte. Mais malheureusement, comme je le dis tantôt, c'est lié à la misère économique et intellectuelle de la diaspora africaine. Parce que regarde, même quand tu prends les autres pays, la diaspora asiatique ou même sud-américaine, elle profite plus au pays que les diasporas africaines. Vous êtes aux États-Unis, quand vous voyez l'apport des Chinois ou bien des Sud-Américains pour leur pays, comparé à l'apport des Africains, il n'y a pas de commune mesure, de loin nous battent. Et ici, quand nous venons ici, nous continuons à comporter les tares de notre civilisation. C'est-à-dire, les jugements se font sur des bases subjectives. Je suis de cette région, ou bien je suis de cette religion avec celui-là, je le supporte. Donc, ça va venir, mais ça prend du temps. Et des gens comme vous, sur cette chaîne, je pense que vous contribuez à la conscientisation du peuple africain qui un jour va se lever contre ces tentatives de tripatouillage constitutionnel. Mais pour le moment, nous ne pouvons qu'espérer être des idéalistes, pensant que la vérité a toujours triomphé. Il arrivera un jour où l'Afrique aussi sera dans le train des mandats uniques ou bien des mandats de 2 termes. Merci, M. Sow. Dites-nous, nous avons beaucoup parlé de la diaspora. Nous avons connu la période des indépendances, la période des Nkrumah, des Olympios, donc la période de la diaspora des indépendances. Quelle comparaison pouvez-vous faire entre cette diaspora des indépendances et la diaspora actuelle, la diaspora africaine actuelle? Bon, la comparaison elle est un peu difficile parce que le contexte a changé. Les peuples d'indépendance, les Modibo, les Nkrumah, les Olympios, les Sékou Touré, c'était la lutte pour l'indépendance, la libération nationale. Et la diaspora a épousé cette idée de libération et d'indépendance et elle a participé. Or aujourd'hui la diaspora c'est quoi? Elle est animée du bien-être matériel. Donc elle n'a plus le patriotisme d'antan des années 60. Nous avons une diaspora totalement, c'est le confort individuel qui prime, oubliant qu'il n'y a pas de bonheur individuel sans bonheur collectif. Bon, donc la comparaison elle est un peu difficile, le contexte a changé, mais ceci dit, ce n'est pas une excuse pour nous de se détacher du pays, parce que tant que l'Afrique n'est pas libre, l'Afrique n'est pas heureuse, aucun d'entre eux, nulle part ne peut être heureux. Et nous devons apprendre les leçons. Je l'ai dit tantôt, j'ai parlé de l'apport des Chinois, des Sud-Américains pour leur pays. Nous pouvons et nous devons le faire. L'Afrique a des potentiels. Regarde, quand tu vas dans les universités américaines, quand tu regardes ce que nous avons comme professeurs africains, quand tu dans toutes les grandes capitales américaines, tu vois des diplômés africains qui sont conducteurs de taxi, j'en ai fait. Chacun d'entre nous a une responsabilité. Notre devoir au sein de notre famille, au sein de notre pays, nous invite à y contribuer. L'extérieur, moi je pense que ce n'est pas une solution, ça doit, même si c'est une solution, elle doit être une solution temporaire. Nous devons nous battre pour que la situation change chez nous. Et la situation doit changer. Monsieur Sow, dites-moi, pourquoi pensez-vous qu'on doit toujours être accroché à la question de la limitation des mandats en Afrique? Devons-nous limiter les mandats à 2, à 3, à 4 ou à 5? Pourquoi ne devons-nous pas régler cette question une fois pour de bon? Bon, il est difficile, par exemple, vous savez, par exemple, quelqu'un pourrait même te dire que la limitation des mandats est antidémocratique, parce que tu fais une limite au choix du peuple. Cette thèse est valable pour la démocratie avancée. Oui, comme aux États-Unis, voilà. Nous vivons aux États-Unis, nous savons, voilà. C'est 2 mandats ou rien. Voilà, bon, par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, je crois que le peuple américain a atteint une maturité où on peut dire qu'il n'y a pas de limite de mandat. La France était le septennat limité, maintenant on est venu au quinquennat sans limite. Parce que le peuple a toujours les moyens de se débarrasser de celui qui a l'Élysée par le vote. Oui. Donc moi je pense que dans les démocraties très avancées,
la limitation du mandat est antidémocratique parce que tu limites le choix du peuple. Mais chez nous, démocratie naissante, je suis de ceux qui se battront pour qu'on verrouille même, c'est-à-dire limitation de 2 mandats, parce que nos démocraties ne sont pas, il n'y a pas eu un ancrage démocratique réel. Pour le moment, par exemple, quand tu le dis et quand tu vois tous nos partis, le parti au pouvoir se comporte comme parti unique dans nos pays. Le seul pays francophone qu'on peut saluer, c'est l'exemple du Sénégal, par exemple. Déjà, c'est le seul pays francophone qui n'a jamais connu de coup d'État militaire. Et c'est le seul pays francophone où il y a eu la vraie alternance. Wade est venu au pouvoir alors que Abdou Diouf était au palais. Wade aussi a quitté le pouvoir alors qu'il était au palais. L'alternance a eu lieu au Sénégal. Et on voit, au Sénégal, ils peuvent résoudre leurs problèmes. Il y a un ancrage démocratique. Mais ailleurs, pays comme le Mali, le Niger, le Togo, la Guinée, la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas atteint le niveau de développement démocratique du Sénégal. Et vous avez suivi leur dernière campagne. Comparativement à nos pays, la sous-région, le Sénégal est une lumière. Quand bien même on peut citer le Cap-Vert dans cet exemple en Ouest africain. Mais sinon, la plupart des pays africains, il faut maintenir la limitation des mandats. Et cela aussi, je profite de cette tribune pour demander à l'Occident, qui est le premier à se lever pour condamner la dictature. Nos partenaires occidentaux doivent condamner avec la vigueur, la dernière vigueur, toute tentative de tripatouillage constitutionnel. Et nous savons que ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont beaucoup plus réceptifs à ce que l'Occident dit que leur peuple. Le troisième mandat dont vous venez d'évoquer tout de suite, je suis sûr que demain, si RFI se mettait à mener une campagne, les gens la vont reculer. Parce que la seule chose que nos dirigeants actuels craignent, c'est les mesures de la France et des États-Unis. Pensez-vous que le fait que l'Afrique soit un scandale géologique contribue à ce triste sort? En quelque sorte, je l'ai dit tantôt qu'il y a la malédiction de la richesse. C'est normal que l'Afrique soit... les convoitises aujourd'hui pour l'Afrique, ça se comprend, le grand capital se nourrit d'intérêts. Et ils ont des intérêts stratégiques chez nous, et c'est normal qu'ils essaient de tirer les ficelles. Mais encore, c'est à nous de se battre. Même les Africains qui ont la chance de travailler dans les institutions, là-bas, c'est à eux de proposer notre modèle de développement pour nos pays. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, on sait que c'est purement pour des intérêts économiques. Et le Togo est là, l'exemple du Togo est là, un petit pays comme le Togo. On donne ça à une famille qui règne plus de 40 ans. D'une main de fer, 58 ans. Voilà, et tout le monde le voit. Et d'abord, il y a une succession monarchique. Après la succession monarchique, le fils Eyadema n'a jamais gagné une élection démocratiquement au Togo. Mais l'Occident, l'ex-puissance coloniale, n'en fait pas cas. C'est regrettable pour notre cher continent, Afrique, la mère patrie. Dites-moi, pensez-vous que nous sommes à une époque où la diaspora doit se mobiliser pour aller gagner les élections, quand une candidature dans un pays africain portée par un membre de la diaspora, quand M. Moussasso, candidat aux élections au Mali, par exemple? Bon, je ne verrai pas l'élection, je ne vois pas la diaspora avoir un candidat pour venir gagner les élections, parce qu'il faut être objectif. C'est ceux qui sont à l'intérieur qui vivent la situation. Bon, le candidat de la diaspora ou le candidat interne, je pense qu'il est souhaitable d'abord d'avoir un candidat du peuple. C'est-à-dire celui qui incarne les aspirations du peuple. Celui qui incarne les valeurs d'intégrité, de compétence. Donc, si c'est un gars de la diaspora, tant mieux. Ça peut être un gars de l'intérieur. Mais il est souhaitable que ce soit un candidat de l'intérieur appuyé par la France saine de la diaspora. Mais la diaspora est celle qui finance le mieux cette population qui croupit dans la misère. Mais cela ne donne pas de droits pour venir diriger, parce qu'il ne peut pas connaître les problèmes réels plus que ceux qui le vivent tous les jours. Parce que ça, je vois un danger à cela, parce que, comme vous venez de le dire, c'est la diaspora qui finance. Cela veut dire qu'un jour,
un gars de la diaspora, un narcotrafiquant, peut prétendre gagner des élections chez eux, alors que au même temps, il y a des nationaux qui ont toutes les vertus pour diriger le pays. Donc moi, je pense que candidat de la diaspora ou bien candidat intérieur, ce n'est pas important. Ce qui est important, le vrai candidat, celui qui incarne les aspirations du peuple, celui qui est capable de faire, comme on le dit ici, le job. Le vrai candidat, le candidat qui est en mesure de faire le job, c'est signé M. Moussa Sow. Dites-moi, monsieur Moussa, nous avons dit à l'entame de cette émission que nous allons parler franc, sans langue de bois. Dites-moi, quelle mission donnez-vous, quelle recommandation avez-vous, en 2 mots, à formuler à l'endroit de cette diaspora? Nous l'avons dit dans tout le débat, et nous ne cesserons jamais de le dire, c'est de continuer à se mobiliser davantage sur nos pays et de s'engager résolument dans la voie tracée par les pères de l'indépendance, qui était celle de réhabiliter l'Afrique et de lui donner sa dignité, sa personnalité. Cela est faisable. Dans les années 60, les Sylvanus Olympio, les Modibo Keïta, les Nkrumah nous ont fait rêver. Figurez-vous par exemple que l'ANC était supportée à 100% par le Ghana. Et vous avez vu les l'ANC en Afrique du Sud. L'ANC en Afrique. Le Mali a supporté tous les mouvements de libération. Et le rôle éminemment joué par Modibo et les Sylvanus Olympio nous donne espoir. Il est temps. Nous l'avons fait et nous pouvons le faire. Seulement, le seul message que j'ai à l'endroit de la diaspora, c'est qu'il faut que nous sachions que hier, nous avons eu des dirigeants. Or, souvent, même aujourd'hui, l'Occident, dès que tu parles de ces dirigeants, ils te classent comme passéistes. Vous vivez aux États-Unis, combien de fois les Américains font référence à George Washington, à Jefferson? Tu vas au Togo aujourd'hui, très rarement on va parler de Sylvanus Olympio. Tu vas au Ghana, on parle moins de Nkrumah. Donc il faut que nous aussi nous sachions que nous avons eu des pères. Tu vas au Sénégal aujourd'hui, on parle de Senghor, mais on n'en parle pas assez. Donc il faut que nous ayons le courage de se souvenir du combat d'émancipation et de libération que ces pères ont mené. Merci à vous, monsieur Moussa Sow. Nous tirons à la fin de notre émission. Avez-vous juste, en quelques secondes, un message à l'endroit de cette diaspora africaine? Les questions n'arrêtent pas d'arriver à notre studio, mais dites à la diaspora, regardez dans notre caméra et dites directement à cette diaspora un message clair. Bon, le message va être court, comme vous l'avez dit. Je demande à mes frères et sœurs de se mobiliser davantage pour notre continent et d'apporter notre savoir à nos pays respectifs pour que l'Afrique soit le continent qui attire. Nous avons des ressources, nous avons les bras valides aujourd'hui. Il est temps que l'Afrique soit présente sur la scène internationale. Merci, très chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est bouclé pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous, prochain numéro.